Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais vous corriger le sujet de SVT de l'examen du bac 2024, série S1 au Sénégal. Mon nom est M. Djipo Komlanvi Beni. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Alors, nous sommes dans les épreuves du premier tour. Donc, grand 1, maîtrise des connaissances. Le cycle sexuel est l'ensemble des événements qui se déroulent périodiquement au sein de l'appareil génital de la femme pendant en moyenne 28 jours. Qui est désigné pour faire un exposé sur les relations entre l'ovaire et l'utérus. Par un texte structuré, rappelle l'origine des hormones ovariennes et précise leur effet sur l'utérus au cours d'un cycle sexuel sans fécondation. L'exposé sera illustré par un schéma d'un follicule mûr. Comme élément de réponse, introduction. Au cours du cycle sexuel, l'ovaire sécrète des hormones, les oestrogènes et la progestérone qui commandent l'utérus. Elles agissent sur le cycle utérin. Quelles sont les structures ovariennes qui sécrètent ces hormones? Quels sont leurs effets sur l'utérus? Pour répondre à ces questions, nous rappellerons d'abord leur origine, puis nous préciserons leur effet sur l'utérus. 31. Origine des hormones ovariennes. Les oestrogènes sont sécrétés par la granulosa et la tête interne des follicules ovariens durant la phase folliculaire. Pendant la phase lutéale, ils sont sécrétés par les cellules thécales du corps jaune. La progestérone est sécrétée par le corps jaune, les cellules lutéales, au cours de la phase lutéale. Schéma du follicule mûr. On a le follicule mûr, granulosa, corona radiata, ovocyte 1, tec interne, tec externe, cumulus, ophorus, antrum. Grand 2, effet des hormones ovariennes sur l'utérus. 1. Effet des oestrogènes. 1. Sur l'endomètre. Les oestrogènes sont responsables de la prolifération ou épaississement de la muqueuse utérine, de la formation des glandes en tube, l'accroissement de l'irrigation sanguine, la synthèse des récepteurs de la progestérone. 2. Sur le myomètre. Les oestrogènes sont responsables des contractions utérines. 3. Sur le col utérin. Les oestrogènes sont responsables d'une augmentation de la sécrétion d'une glaire cervicale qui devient filante et perméable. 2. Effet de la progestérone. 1. Sur l'endomètre. Amplification de l'épaississement, dentellisation des glandes en tube,
spirilisation des vaisseaux sanguins, sécrétion du glycogène et de mucus. De 2 sur le myomètre. La progestérone inhibe les contractions utérines. De 3 sur le col utérin. La progestérone est responsable de la modification de la glaise cervicale qui devient épaisse et imperméable. Conclusion, les hormones ovariennes sont sécrétées par les follicules et le corps jaune de façon cyclique. Elles sont responsables des modifications utérines au cours du cycle sexuel. Grand 2, compétences méthodologiques. Exercice 1. Le botulisme est une maladie rare et grave due à des neurotoxines produites par une bactérie du sol, le Clostridium botulinum. Ces toxines botuliques sont des poisons qui paralysent principalement les muscles respiratoires et qui peuvent entraîner la mort. Le botulisme, principalement d'origine alimentaire, se déclare chez l'homme après la consommation d'aliments insuffisamment cuits, mal conservés, contaminés par des toxines botuliques. Pour comprendre le mode d'action de cette toxine botulique et avoir une piste de traitement de la maladie, un document de référence et des documents 1, 2 et 3 sont mis à ta disposition. Consigne. À partir de l'exploitation des documents 1, 2, 3 et de tes connaissances, explique le mode d'action de la toxine botulique, puis montre que l'utilisation d'extraits de venin d'une espèce d'araignée ou veuve noire peut constituer une piste de traitement contre le botulisme. Document de référence. Le mécanisme de libération de neuromédiateurs au niveau d'une synapse. L'exploitation de ce document n'est pas attendue. Voilà, pour ce document de référence. Donc, du coup, son exploitation n'est pas attendue. Document 1. Action de la toxine botulique A sur la jonction neuromusculaire. Document 1A. Effet moléculaire de la toxine botulique A. La toxine botulique de type A, produite par Clostridium botulinum, agit au niveau des jonctions neuromusculaires dans la terminaison du neurone présynaptique. Pour observer son action moléculaire, on réalise une électrophorèse de la syntaxine et de SNAP25 présents dans la terminaison axonique de la cellule présynaptique, avec ou sans contact avec la toxine botulique A. Donc, ici, on a schéma d'interprétation de l'électrophorèse. Sens de la migration, on a sans toxine botulique avec toxine botulique. Voilà ce que pour la syntacine, voilà ce qu'on observe. Pour SNAP25, voilà ce qu'on observe. Avec toxine botulique, voilà ce qu'on observe pour la syntaxine et voilà ce qu'on observe pour SNAP25. Remarque, l'électrophorèse est une technique permettant de séparer les molécules selon leur poids, en les faisant migrer sur une membrane dans un champ électrique. Plus la molécule migre, plus elle est légère. Le chiffre indique un poids moléculaire estimé en kilodaltons.
Document 1B. Effet de la toxine botulique A sur l'activité électrique de la cellule postsynaptique. Potentiel de membrane. On a potentiel de membrane en fonction du temps. Ici, sans toxine botulique. Et ici, on a avec toxine botulique. Potentiel de membrane avec toxine botulique. Document 2. Effet d'un essai de traitement expérimental du botulisme par des injections de toxines de beuve noire. Le venin de l'araignée appelée beuve noire contient une molécule appelée l'atrotoxine qui agit au niveau de la terminaison de l'axone de la jonction neuromusculaire en augmentant l'entrée d'ions Ca2+ dans le bouton synaptique. Il a été mis en évidence qu'une des extrémités de la toxine botulique A entraîne spontanément sa propre dégradation, autocatalyse et son inactivation. L'importance de cette dégradation spontanée a été testée en présence de Ca2+ ou en absence de Ca2+ témoin. Voilà, ici on a autocatalyse de la toxine botulique. Voilà, on a pour le témoin, on a ça. Là, en présence de Ca2+, on a ça. Document 3. Effet de la l'atrotoxine sur les protéines impliquées dans l'exocytose. Des cellules intoxiquées par la toxine botulique A sont soumises ou non à la présence de l'atrotoxine pendant 13 minutes. 48 heures plus tard, une électrophorèse de la syntaxine et de SNAP25 de la cellule est réalisée. Cellule plus toxine botulique A, cellule plus toxine botulique A plus l'atrotoxine. Donc, on a ici schéma d'interprétation de l'électrophorèse. Pour la syntaxine, voilà ce qu'on observe en présent quand il y a la cellule plus toxine botulique A. Et pour SNAP25, voilà ce qu'on observe. La cellule plus toxine botulique A plus l'atrotoxine pour la syntaxine, voilà ce qu'on observe. Là pour SNAP25, voilà ce qu'on observe. Encore élément de réponse aux grandes compétences méthodologiques. Exercice 1, document 1. Le document 1 étudie l'action de la toxine botulique A sur la jonction neuromusculaire. Le document 1A montre l'effet moléculaire de la toxine botulique A. Sans toxine botulique, on constate que la syntaxine est à 37 kDa et la SNAP25 à 25 kDa. En présence de la toxine, la syntaxine est inchangée alors que la SNAP25 est divisée en deux bandes. On en déduit que la toxine botulique de type A agit uniquement au niveau de SNAP25 présente dans la terminaison axonique de la cellule présynaptique pour la fragmenter. Le document 1B montre l'effet de la toxine botulique de type A sur l'activité électrique de la cellule postsynaptique. On constate que sans toxine botulique, la fréquence des potentiels d'action est élevée, alors qu'en présence de cette toxine, la fréquence est très faible. On en déduit que la fragmentation de SNAP25 par la toxine botulique entraîne l'inhibition de l'activité électrique de la cellule postsynaptique, ce qui
ce qui ralentit la transmission chimique du message nerveux au niveau de la synapse neuromusculaire. Document 2. On constate qu'avec le témoin, l'autocatalyse de la toxine est à 1 UA. En présence de CA2+, l'autocatalyse augmente considérablement à 2,5 UA. On en déduit que le venin de la veuve noire par la latrotoxine agit au niveau de la terminaison de l'axone de la jonction neuromusculaire en augmentant le taux de CA2+ pour favoriser la dégradation et l'inactivation de la toxine botulique. Document 3. On constate que des cellules intoxiquées par la toxine botulique A soumises à la présence de l'atrotoxine pendant 13 minutes montrent 48 heures plus tard la disparition des fragments de SNAP25 qui reprend sa taille initiale. On en déduit que la latrotoxine de la veuve noire permet de rétablir l'état normal de SNAP25. Bilan. La toxine botulique fragmente SNAP25, ce qui empêche l'interaction de ce dernier avec la synaptobrévine. Cette absence d'interaction rend impossible l'exocytose des vésicules présynaptiques, empêchant ainsi la libération de neuromédiateurs dans la fente synaptique. La latrotoxine extraite du venin de veuve noire facilite l'autodégradation de la toxine botulique A dans les terminaisons axonales des jonctions neuromusculaires. Cela permet aux protéines SNAP25 dégradées initialement par la toxine botulique d'être régénérées. Celles-ci peuvent ainsi reprendre leur fonction initiale. L'exocytose des vésicules contenant l'acétylcholine est de nouveau possible, ce qui entraîne une réponse musculaire adéquate. Ainsi, l'utilisation d'extraits de venin de veuve noire contenant de la latrotoxine peut constituer un espoir de traitement contre le botulisme. Exercice 2. Les bovins brésiliens sont reconnus par leur forte capacité de production laitière, mais sont sensibles aux maladies, en particulier celles dues aux parasites africains. Quant aux bovins sénégalais, ils sont reconnus par leur résistance aux multiples parasites, mais ont une faible production laitière. Une nouvelle race résistante et bonne productrice de lait est désirée au Sénégal. Pour cela, des bovins de la race brésilienne sont importés. Le croisement d'une race d'origine brésilienne avec une race d'origine sénégalaise est effectué. Il est toujours obtenu des bovins sensibles et faibles producteurs de lait, quel que soit le sens du croisement. 1. Tire des conclusions de ce résultat. 2. Le croisement entre les taureaux et les vaches que cette descendance a donné après
plusieurs portées, 99 bovins sensibles, dont 114 faibles producteurs et 25 bons producteurs, 35 bovins résistants, dont 26 faibles producteurs et 9 bons producteurs. À partir de l'exploitation des résultats, A. Précise si les deux gènes sont indépendants ou liés. B. Indique les génotypes et les phénotypes des parents, puis, à partir d'un échiquier de croisement, détermine les proportions phénotypiques. Corrigé de l'exercice 2. 1. Sensible. S domine résistant petit r et faible productrice de lait grand F domine forte productrice de lait petit f. Les gènes sont autosomiques. 2A. Analyse statistique des proportions. 114 sensibles. 114 sensibles. Faible productrice de lait. 25 sensibles. Forte productrice de lait. 26 résistant. Faible productrice de lait. Et 9 résistant. Forte productrice de lait. Correspondant respectivement à 9/16 de sensible et faible productrice de lait, 3/16 de sensible et forte production de lait, 3/16 de résistant et faible productrice de lait et 1/16 de résistant et forte productrice de lait. Ces proportions d'un dihybridisme, vérifiant la troisième loi de Mendel, nous montrent que les gènes sont indépendants. Distinction indépendante. Remarque, le candidat peut passer par les deux gènes pris séparément. 3/4 plus 1/4 croisé avec 3/4 plus 1/4. B. Race sénégalaise croisée avec race brésilienne. Donc, phénotype, on a phénotype résistant et faible productrice de lait croisé avec phénotype sensible et forte productrice de lait. Donc, en termes de génotype, on aura petit r sur petit r, grand R sur grand F. Ici, on a petit s, on a grand S sur grand S, petit f sur petit f. Donc, gamète des parents, on aura 100% de RF, R, petit r et grand F. Et on aura aussi 100% de grand S, petit f. En F1, on va se retrouver avec génotype grand S sur petit r et grand F sur petit f. Soit 100% de quoi? De sensible et faible productrice de lait. F1 croix F1. Donc, voici le génotype de F1 qui est croisé avec le génotype de F1. Donc, comme gamète de F1, donc on aura quoi? 25% de sensible et faible production de lait, 25% de sensible et forte production de lait, 25% de résistant et faible production de lait, 25% de résistant et forte production de lait. Donc, on aura ici S, F, S, petit f, R, grand F, R, petit f. Donc, pour aussi ce F1, on aura ce F1 aussi va donner ces gamètes-là. C'est
c'est le même gamète que ce que ce F1 aussi a donné. Maintenant, échiquier et descendance. Donc, on a ici les 4 gamètes qu'on a obtenus pour le F1. Donc, voilà les 4 gamètes. Ici aussi, voici les 4 gamètes. Maintenant, on fait la combinaison. Là, la combinaison, voilà ce que ça donne comme combinaison. Et on va obtenir quoi? On obtient 9/16 de phénotype sensible et faible production de lait, 3/16 de phénotype sensible et forte production de lait, 3/16 de phénotype résistant et faible production de lait et 1/16 de phénotype résistant et forte production de lait. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime sur la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis encore merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous encore très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.